Ah bah, ça y est, on est en direct. Eh ben, c'est Yann en direct. Ben, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire qu'on va faire ensemble sur le sujet de la volumétrie des CV et puis versus un peu la pertinence, hein. C'est le sujet du jour, Laurent. Tu peux me rappeler l'intitulé du webinaire? Est-ce que c'est l'illusion de la pertinence? L'illusion de la pertinence. Pas tout à fait. Il fait 40 degrés, il fait chaud. On est ravis quand même Ouais. d'être avec vous aujourd'hui. On est en présence de Laurent Bois. Et ben, enchanté, ça je pense, on se connaît bien, mais je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui. C'est un sujet sur lequel, moi, ça fait des années que j'échange, donc je suis très content de pouvoir, échanger avec toi sur un sujet qui nous passionne tous les 2. Donc on a plein de choses à vous dire, des chiffres, des réflexions sur la pertinence et on va se lancer. On va se lancer. J'espère qu'il fait pas trop chaud du côté de chez vous. Chez nous, il fait à peu près 40 000. C'est ça. 40 000 sur la région parisienne. Je pense que c'est partout pareil. Bonjour Nathalie. On est ravis que vous soyez là avec nous en cette presque fin d'après-midi. Donc Laurent, et puis pour ma part, moi je suis Valentin Pouillard, donc je suis CEO cofondateur de Talent Picker et CV Designer, donc solution de sourcing automation côté Talent Picker et plateforme de création de CV et d'accompagnement vers l'emploi pour ce qui est de la marque CV Designer. On s'était dit pour démarrer ce webinar, bonjour Nathalie, que, on allait faire un constat ensemble, un constat qui parle de plusieurs chiffres, qui part, pardon, de plusieurs chiffres. Le 1er, c'est qu'en 2021, on avait des recruteurs qui recevaient à peu près 929, candidats Mhm. globalement. En 2025, ils en reçoivent quasiment 3000. Donc on a une augmentation, tu vois, entre 1000 en 2021, 3000 en 2025. Donc on est quand même sur une augmentation de fois 4, fois 3 plutôt. x3. Je sais ce que je veux dire, fois 3, x3. fois 3. Ouais. Et qu'aujourd'hui, très clairement, on a beaucoup plus de candidats qu'on en avait avant. Ça, premier élément. Deuxième élément, des équipes de recrutement qui sont beaucoup moins, il y en a beaucoup moins de recruteurs. En France, on évaluait que le nombre de recruteurs, c'était un chômage de 15 OK. que les équipes de recrutement diminuent en nombre. Donc en plus, le nombre d'embauches qui sont faites par ces recruteurs ont aussi diminué, de l'ordre de 30 à 40. Donc plus de candidats, moins d'embauches, moins de recruteurs. Tout ça fait que mécaniquement, bah, on a Ouais. forcément, un taux d'embauche qui est autour de, heu 0,3-0,5. C'est-à-dire que OK. pour embaucher une personne, il faut avoir 200 CV. Je répète, pour embaucher une personne, il faut 200 CV, ce qui est gigantesque et du coup, la question qu'on pose toujours, c'est: «Mais pourquoi on a ça?» Pourquoi on a ça? Et on a deux explications. La première, c'est que c'est économique, c'est conjoncturel. Ça fait 4 ans, 3 ans que le nombre d'offres d'emploi, il descend. Donc on a moins de jobs, tout simplement et si on a moins de jobs, bah, forcément, on a beaucoup plus de candidatures à candidature égale que, par rapport au nombre de jobs, donc moins de jobs et surtout, on a un nombre de candidatures qui a augmenté. Alors donc économiquement, mais surtout, alors c'est un peu exagéré en disant surtout, mais il y a eu un aspect technologique. C'est Ouais. une anecdote que je raconte dans ma newsletter, parce que j'ai une newsletter qui s'appelle Les Talents Narratifs, qui est aussi le nom de ma boîte éventuellement, ça j'en ai pas parlé. C'est que, il y a des boîtes comme Sponta.io, Sponteo, qui font fureur dans les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs. Tu payes 10-15 balles, tu mets ton CV en d'un clic, il est parti chez 300 entreprises, Ah oui, comme ça. comme ça. OK. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là où avant, moi je me rappelle à l'époque, qu'est-ce que je faisais? Je faisais ma petite newsletter, mon petit mail, mon petit CV, j'envoyais à la mano mon petit mail. Là, en un clic, je peux envoyer ça à 300 boîtes que j'aurais ciblées sur le type de métier ou le type d'environnement. Donc ça fait aussi que ça renforce l'effet de masse puisque aujourd'hui, envoyer un CV, c'est beaucoup plus simple. C'est pas seulement de l'IA, là on parle l'IA est presque anecdotique. Là, c'est vraiment de l'automatisation et évidemment derrière, l'IA ne fait qu'accélérer le phénomène, côté candidat. Donc tu veux dire que du coup, grâce à ces outils d'automatisation, on a aussi une exponentielle Oui, c'est un effet ça, exponentiel des candidatures. Donc du exactement, coup, plus de candidatures, moins d'offres, moins de recruteurs, ça fait bouchon quelque part. exactement, tu as tout compris. Et derrière, évidemment, quand on arrose à la grosse sulfateuse, comme je viens de l'expliquer, bah, la pertinence, elle baisse.
C'est-à-dire que je reçois Mmh. 200 CV, là où avant, j'aurais pu avoir des taux de pertinence. Quand je dis taux de pertinence, c'est des gens qu'on pourrait recruter qui pourraient être de 10%, 10-15%. Mmh. Là, si on en a, voilà, si on en a 5%, c'est déjà très bien. OK et tu avais pas un chiffre, je crois que c'était sur L'Oréal, il me semble, Oui. sur l'évolution de leur nombre de candidatures. C'est quoi 2025 versus 2024? Alors au Talent Lab, on a eu Lucie Dutel, donc qui est TA, responsable TA Tech chez L'Oréal, donc tous les outils TA. Et elle nous racontait un truc qui était assez flagrant. Donc je vous rappelle, donc pour les chiffres, 2025, L'Oréal, c'est 2 millions de CV reçus. 2 millions de 2 CV, millions. 2 millions. C'est 200 recruteurs et c'est 20 000 personnes recrutées. Donc 2 millions, 20 000, ça fait à peu près 1%. Mmh. Si je calcule bien, hein. J'ai à peu près. Autant les 1000, 3000, je ne les avais pas, mais là, 20 000, 2 millions, je les avais. Là, ça va. Là, on est bien. OK. Ça veut dire que 1% ça veut dire qu'ils disent non à 2 millions moins 20 000. Je suis pas mal, hein, je suis pas mal. Mais le vrai sujet, c'est que elle, d'une année sur l'autre, elle a eu plus 45% d'augmentation de ce nombre de candidatures reçues. Et dans son analyse à elle, qui était intéressante, c'est elle s'est aperçue qu'il y avait beaucoup de CV AI lookalike. C'est comme ça qu'elle l'a dit pendant la conférence. Je ne sais pas si tu te rappelais, Ouais, Talent Lab. je me rappelle, mais peut-être qu'on peut peut-être repréciser un peu pour ceux qui nous regardent. AI lookalike, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, Laurent? Oula, et la AI lookalike, c'est-à-dire qu'en gros, ils avaient des masses de CV qui se ressemblaient tous. Heu Quand tu ouvrais un truc de market, ben, il ressemblait au suivant et cetera. Il y avait très, très peu d'individualisation du CV. On avait des CV qui étaient plus ou moins tous les mêmes et que c'est extrêmement difficile de prendre une décision sur ces CV-là. Mais d'un autre côté, on ne peut pas reprocher aux candidats d'utiliser des outils qui sont à leur disposition. Donc comment on résout cette, problématique? Parce qu'à la fois, on a la pertinence qui baisse, on a des CV qui se ressemblent tous. Comment on résout le problème? Et c'est aussi un sujet qu'on n'a pas abordé. Il y avait une phrase qui m'a beaucoup marqué, toujours dans cette conf au Talent Lab. Elle a dit: «Je préfère recruter un gars qui motive, qui postule lui-même, qu'un gars qui postule en dormant». Je sais pas si tu te rappelles de cette Bah, citation. si, mais elle a quelque part, elle a raison parce que la problématique qui est un peu, mise en avant, cette fois côté candidat. Moi, je vais parler un peu côté candidat avec l'étiquette CV designer. On a fait, nous, des études sur le ghosting et d'ailleurs, j'avais fait l'expérience, moi, de postuler à 1000 offres avec, des CV qui étaient, sur 10 métiers différents et donc je m'étais rendu compte que, j'étais sur un peu plus de 83 de ghosting. Mais ce ghosting, est-ce qu'il est lié au fait que les recruteurs n'ont pas envie de répondre aux candidats? On est d'accord que ghosting, c'est personne t'a répondu. Tu as Personne n'a jamais répondu. rien reçu, 0, nickel, rien, rien, rien du tout. rien, la bulle. Donc peut-être que j'ai pas eu de chance dans mes sélections, hein. J'ai été, évidemment sur plein de sites d'emploi, mais je pense que ça donne quand même une image, d'un phénomène qui est pas nouveau, mais qui s'est accentué aussi parce que, les candidats, ils ont besoin de décrocher des entretiens, ils ont besoin d'avancer dans leur vie pro. Donc forcément, quand ils n'ont pas de réponse, ils vont chercher, d'autres méthodes et c'est là où effectivement ils peuvent utiliser pardon, des outils, propulsés par IA, plus ou moins automatisés. Parce qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est, essayer de sortir du lot. Donc évidemment, s'ils utilisent tous la même méthode, on est sur des CV lookalike, enfin AI lookalike et du coup, on n'a pas vraiment de différenciation d'un profil par rapport à un autre. C'est une des raisons aussi pour laquelle nous, sur CV Designer, qui est une plateforme gratuite, hein, de création de CV, même s'il y a des outils qui sont liés à l'IA, il y a tout un tas de contrôles qui vont vérifier un degré de personnalisation. Ce qui veut dire que si, en tant que candidat, on a fait un CV 100% avec des suggestions proposées par notre intelligence, derrière, au moment du téléchargement, on va émettre des alertes en disant: «Eh, là, a priori, cette information ou ce contenu en particulier, il n'a pas été modifié par rapport à la suggestion. Bizarre». D'autre part, on ne peut pas rendre son CV visible à un recruteur sur CV Designer si on n'a pas vérifié les différentes rubriques. Donc, on est, si tu veux, nous, dans une logique d'accompagner les candidats avec ces changements technologiques. Hein, on le dit très souvent, les candidats, être candidat, ce n'est pas un métier. Donc, leur donner les clés, un petit peu les tuyaux, c'est essentiel. Tout ça pour que, en définitive, ils aient aussi peut-être plus d'opportunités derrière, personnalisées, tu vois, dans la suggestion des offres. Et quand ils vont aller sur des offres en ligne qui leur plaisent, que ce soit chez nous, mais aussi chez Indeed, sur Hello Work, sur Cadre Emploi, ils puissent se dire: «Ben, là, j'ai personnalisé ma candidature. Je vais essayer de me différencier, de mes autres concurrents candidats et du coup avoir peut-être un peu plus de chance». Mais finalement, c'est parce qu'il y a aussi
une explosion alors, il y a moins d'offres, tu disais, c'est Oui, vrai? oui, il y a moins d'offres, Il y a moins d'offres unitaires, mais ouais, avec la multidiffusion, aujourd'hui, bah, une seule offre, on va la retrouver non plus sur 3-4 supports, mais peut-être mmh, sur 15, 20, 30, 40. Donc c'est finalement en volumétrie, on a l'impression qu'il y a des offres partout. Il faut qu'en tant que candidat, on soit partout et c'est là qu'on va arriver à, bah, des candidats qui vont postuler peut-être parfois 4-5 fois la même offre sur des sites sur des différents, sites différents. à des moments Mais différents. mais mais du coup, ça résout pas la problématique qu'on a sur, le volume. Non, ça résout pas la problématique, mais si tu veux, c'est plus de se dire que, il y a quelque chose qui n'est pas cassé entre le candidat et le recruteur, mais il y a quelque chose qui ne passe plus d'un point de vue communication, alors que pourtant l'un et l'autre, Mais ça ils ont ja peut-être besoin. ça jamais passé, hein? Non, Je sais pas, mais non, non, mais le ghosting, tout ce que tu dis, c'est pas nouveau, en c'est fait. pas nouveau, mais c'est accentué par cet Remarque de é vieux con, hein, mais non, mais attends, c'est accentué par la démarche de c'est plus facile et plus rapide de faire des CV et de faire plein de CV, ça, c'est sûr. ça c'est sûr, et c'est plus facile de trouver des offres parce qu'elles sont Ouais, ouais, c'est vrai. disponibles partout. On nous les pousse par mail, on nous les pousse par WhatsApp, on nous les pousse par SMS, et même maintenant par IA vocale. Donc il y a un espèce de super gros bruit, Laurent, tu vois? Et c'est un peu ça le sujet aujourd'hui et la difficulté, alors côté candidat, mais tu le disais aussi finalement côté recruteur. Et la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on Comment on arrive résout l'équation? Parce bah, qu'au final, ce sujet-là, il existe toujours. En 2021-2022, tout le monde était là: «Oh, on n'a pas assez de volume, il nous faut des mmh, candidats et cetera». Le marché se retourne: «Ah, on a trop de volume, il nous faut de la pertinence». En fait, c'est un cycle de la vie, du recrutement qui est, éternel qui est de, dingue. dans 2 ans, on reviendra à un truc: «Ah, bah, on n'a plus assez de volume», et on parlera même plus de la pertinence. Aujourd'hui, le sujet, c'est la pertinence et effectivement, on verra dans la conclusion, la pertinence, c'est pour moi l'invariant du recrutement. C'est-à-dire que dans tous les cas, vaut mieux avoir 10 CV et 3 ou 4 qui sont bien et c'est pas grave si on a que 10 CV et quand on a 200 CV, bah, si on n'en a pas au moins une dizaine qui sont bien, parce que c'est aussi ça, c'est que, avoir des bons CV, dans, la masse, c'est aussi ce qui va nous permettre de construire un vivier. Ça, on n'a pas parlé, c'est peut-être une des solutions qu'on pourrait trouver Bah, d'ailleurs. parlons-en un peu Ouais, voilà. des solutions qui existent sur le marché et qui permettent de faire des choses, peut-être un petit peu différentes, pour répondre à cette problématique de volume qui m'amène beaucoup de bruit et dans ce bruit-là, j'arrive pas à détecter quels sont les profils qui sont pertinents. Donc effectivement, tu en parles, il y a, l'acculturation de son vivier, on appelle ça le nurturing. Ouais. En fait, tu vois, c'est comment est-ce qu'on entretient finalement des bases candidats qu'on a acquis, à travers des processus de candidature, évidemment potentiellement passés, avec qui on va demander aussi le consentement au candidat bah, de garder, contact, pour potentiellement aussi informer sur des futures ouvertures de job. Donc ça, c'est une manière, de construire un petit peu son vivier et du coup de réactiver, en fait, une relation qu'on avait déjà instaurée. Non, mais cette histoire de vivier, elle est intéressante parce que jusqu'à présent, personne ne s'en occupait du vivier. Tout le monde se faisait, on s'en fout du vivier, on n'en veut plus de ce vivier parce que les gens n'avaient pas les outils pour, activer un vivier, réactiver un vivier. C'est au bout de 2 ans, RGPD, pof, poubelle, on envoie un mail à tout le monde, on dit: «Est-ce que tu veux rester?» Pof, on remet une pièce pour que ça fasse 2 ans de plus. Mais au final, ce sujet de vivier n'a jamais été résolu jusqu'à maintenant. Alors jusqu'à maintenant, oui, parce que, il y a des outils qui me permettent de travailler sur un vivier existant. Nous, ce qu'on va apporter plutôt sur côté talent picker, c'est utiliser un vivier qui est externe, à celui de l'entreprise. Donc c'est le vivier des candidats qui sont actifs sur CV Designer. Ceux qui viennent de faire leur CV et qui sont dans une démarche de recherche active ou passive. Il y a pas que ceux qui vont, se préparer à postuler à des offres, il y a ceux qui refont leur CV dans l'opportunité d'être peut-être contactés En aussi. amont du besoin. Exactement, Ouais, en ouais. amont du besoin. Il y avait aussi une méthode, tu vois? On parle de vivier, vivier dit base de CV et quand on parle de CV, on a aussi, cette notion de CV Tech qui est un peu délaissée quand même depuis quelque temps parce que quand on utilise une CV Tech, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit aller sur une interface, faire des recherches, regarder les profils qui ressortent, ajuster les critères. Ça, c'est une étape qui prend du temps et quand on travaille avec un acteur, sur le marché, on n'a pas l'intégralité, potentiellement du marché actif ou les talents en recherche et donc on va multiplier ces CV Tech, donc ça veut dire tout autant d'interfaces, à chaque fois je répète les actions et donc Ouais, c'est vrai que c'est aujourd'hui, compliqué, ouais. ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué, ça prend du temps, on demande toujours plus aux équipes recrutement Mais avec moi, tu l'as dit. le sujet de la CVT, c'est surtout un sujet de la fraîcheur de la donnée. Tu penses?
Bah oui, parce que c'est ça, c'est pour moi, c'est un sujet. C'est-à-dire que si tu contactes quelqu'un qui, au bout de 3 ans, n'est plus intéressé, bah, tu vas perdre beaucoup de temps à contacter. Après, si tu as fait un travail justement de nurturing sur cette base-là, enfin tout est une question de soit tu fais de nurturing, soit c'est frais et entre les 2 c'est compliqué, je trouve, de trouver Un un juste juste milieu. équilibre. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et moi, je pense que, sur un CV frais, ce qui va être intéressant dans la dimension de la fraîcheur, c'est pas tant qu'il soit récent, c'est que le fait qu'il soit récent ou qu'il ait été mis à jour C'est ça. à telle date, c'est qu'on va capter un signal. Ouais, Un signal, exactement. une intention côté candidat qui est de se dire: «J'envisage peut-être heu, une évolution de parcours professionnel. J'envisage peut-être de découvrir une nouvelle entreprise et du coup, j'envisage peut-être de postuler. Et dans la dimension CV Tech, en 2026, mais plus récemment, enfin un petit peu plus anciennement, pardon, en 2025, on a vu émerger des solutions qui vont, essayer de réactiver aussi, ce type de profil. Talent Picker en fait partie. Nous, on travaille uniquement avec un vivier qui se construit, s'alimente et même s'auto-alimente sur CV Designer pour, dire aux recruteurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, ces fameux 10 CV qui sont ultra pertinents, Mmh. en fait, ce sont les profils avec lesquels j'ai envie d'échanger en priorité parce que de 1 sur 200 que tu évoquais tout à l'heure, en termes de taux de transformation, bah, là, avec 10 profils, je vais peut-être passer à 1 sur 10. Peut-être que si j'ai besoin de 2 profils comme ça, je vais peut-être faire 2 sur 10. Ouais. Et donc, bah, traiter 10 CV, c'est évidemment moins de temps et moins de consommation de jours hommes, en fait, que d'en traiter 200 et ça pour un seul poste. Et aujourd'hui, moi, le problème que je vois des volumes de CV, sur ces 200 CV, enfin, la moyenne, je crois, elle est entre 100 et 200 CV aujourd'hui par offre ouverte, ce qui est quand même gigantesque, hein. C'est que bah, les gens, ils abandonnent. C'est-à-dire qu'ils regardent les 20 premiers et les 180 autres, ils les ouvrent pas. Ouais, je crois que c'est Mathieu Penet, de Qui donnait Yago. ce Ouais, chiffre-là. il donne ce chiffre. Mais c'est un problème parce que c'est pour ça d'ailleurs que plein d'acteurs, dont Marion de LEDR, l'école de recrutement, disent il faut fermer son offre pour éviter cet effet-là. Ça, c'est un des sujets fondamentaux, c'est comment éviter. Mais sauf que dans les faits, euh, pour des raisons d'ATS, d'organisation, il y a très peu de boîtes qui ferment leurs offres. Il y en a qui arrivent à le faire, mais il y en a très peu. Et du coup, tu te retrouves avec 200 CV et 190 mécontents, quoi. Et J'exagère, mais pas loin. et est-ce que, tu penses que ça, c'est, à quoi c'est dû? Parce que fermer une offre, on en serait a priori tous capables, ça prend pas beaucoup de temps. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, derrière ça, on se dit: «Mais au cas où», tu vois? J'ai mis, des premiers candidats dans, mon premier batch, que Ouais. je vais être en screening ou en pré-qualif, voire même en premier entretien. Si ça se passe mal, je vais pouvoir réalimenter ma pipeline. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça et du coup, ça me fait plutôt penser au fait que c'est aussi une question de stratégie. Tu vois? Dans la partie recrutement, tu parles d'outils, mais les outils vont venir servir, en fait, un objectif qui est défini au niveau de l'équipe recrutement. Qu'est-ce que toi, tu penses par rapport à ça? Est-ce qu'il y a peut-être un questionnement sur la stratégie? Est-ce qu'il y a une seule stratégie qui est possible d'ailleurs aujourd'hui? Sur le fait d'augmenter la pertinence, Ouais. c'est ça ton point? Alors je vais te raconter une anecdote et tu étais dans cette salle-là, c'était Ah! en septembre 2025. OK. C'était un sujet donc à NCDR Paris, je suis dans la salle, on discute et cetera et je pose une question très simple: Ah oui. «Qui dans cette salle a un ATS?» Alors évidemment, tous les recruteurs, lèvent la main. Puis ensuite: «Qui dans cette salle mesure d'où viennent les CV?» Donc j'avais à peu près, 25 mains qui se sont levées au moment de l'ATS et quand j'ai demandé qui mesure dans son ATS d'où viennent leurs CV, j'en ai eu plus que 3 ou 4. Oui. Je te rappelle la Ouais, ouais, salle? ouais, ouais, C'était quand ouais. même hallucinant et C'est donc surprenant, ouais. le problème, c'est que tant qu'on aura ça, tant qu'on aura aussi peu de gens qui mesurent l'origine de leur CV et de façon globale leur KPI, on ne peut pas mesurer la pertinence, de leurs actions. Tant que c'est pas mesuré et bien pris en compte, eux, ils raisonnent en budget et pas en pertinence. Pertinence, c'est quoi? Bah, moi, j'ai embauché 10 personnes, elles viennent d'où ces 10 personnes? Et je dois être capable de retracer d'où viennent. Mmh. Alors la difficulté, c'est que souvent, ça vient de plusieurs origines, mais aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on doit être capable de le faire et surtout d'en faire une priorité. Parce que quand on dépense entre 200 000 € et 1 million d'euros en outils tous les ans,
ne pas prioriser cette action-là, pour moi, c'est quand même, c'est une faute de goût. Ah ouais, faute de goût. Je suis gentil quand je dis ça, hein. Je dis Faute de faute de goût. goût, faute de Ouais, goût, mais moi, dans faute de goût, ce que je comprends, c'est qu'on n'est peut-être pas sur la stratégie optimale, tu vois, par rapport efficacité-coût et du coup allocation de budget. Et ce que c'est joliment dit comme ça. c'est plus business. C'est mieux que la faute de goût, ouais. C'est plus business. Donc non, non, l'idée, c'est plutôt de se dire, ben, au niveau stratégie, comment est-ce qu'on peut, ah ben, on salue François. Peut-on fermer, pardon, l'offre en amont si une date de réponse a été donnée? Peut-on fermer l'offre en amont si une date de réponse a Moi été aussi, je la donnée? relis. Heu, c'est une réponse à la faudrait que tu précises ta question, mais moi je vois pas il y a aucun sujet pour fermer une offre. Je veux dire sur n'importe quel Ouais. outil, a priori on peut le faire. C'est juste que le problème de la multidiffusion, c'est que, est-ce qu'en fermant l'offre au niveau central, ça permet de fermer l'offre, partout? Et selon les Mmh. outils, comment c'est custom et cetera, il y a parfois des sujets et rien que ça pose déjà un souci donc je pense qu'il y a le sujet techno, mais si on peut la fermer, je parle de l'annonce évidemment, hein. Il fait chaud, Il c'est fait OK. chaud, mais bon, c'est pas grave. Ah, Si on peut fermer l'annonce le plus vite possible. Alors moi, j'ai quand même eu des cas où le recruteur racontait l'anecdote suivante, c'est qu'il met l'annonce un vendredi à 18h, il revient le lundi matin à 9h, 300 candidatures. ouais, Donc tu vas lui dire, bah, tu vas pas lui dire: «Bah, tu aurais dû fermer l'annonce le samedi matin à 9h». Et que oui, souvent dans la nuit ou dans la soirée, il y a peut se tout passer qui des se choses. joue et en fait, je sais bien que quand je dis ça, il y a pas une solution qui arrive, comme ça, mais c'est un pis-aller par rapport à ce qu'on peut faire. C'est Mmh. le minimum pour plein de raisons. Mais en tout cas, si on reprend le sujet central de la pertinence, c'est la mesure. Quand on demande à tous ces gens qui ont un ATS: «Est-ce que vous mesurez l'origine de vos CV?» on arrive encore à un truc aussi, mauvais, ça reste un sujet. Alors, la techno commence à résoudre, on a des solutions françaises qui commencent à arriver, on commence à avoir plein de choses qui arrivent pour permettre de mesurer. Des consultants, des agences de commerce qui disent: «Ben, on va accompagner sur la mesure». Mmh. Il n'y en a pas encore assez qui le font, mais ce sujet-là, c'est un élément central qui doit faire qu'on doit mesurer forcément d'où viennent, et une fois qu'on aura ça, combien j'ai d'embauches par rapport à mes sources, ça sera la et en plus, voilà, le nec plus ultra, c'est dans les embauches que j'ai, combien sont restées à 1 et 2 ans et combien sont performantes. Là, on revient sur une donnée qu'on n'a pas du tout abordée, c'est la qualité du recrutement. Alors là, laisse tomber, Ah bah, oui. c'est le niveau, plus 10 quoi. Non, c'est le niveau plus 10, mais je pense que, toutes les entreprises, tu vois, n'ont pas forcément, la maturité ou le recul, en fait, parce qu'elles sont, tu vois, dans le jus un peu tous les jours et c'est vrai que il faut prendre le temps de se dire: «OK, stop, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Comment mon process est articulé?» Le tester, ça j'en parlais aussi il y a pas très longtemps, sur tester son parcours d'expérience candidat pour se rendre compte aussi de ce qui est vécu, la temporalité. Et je suis en train de perdre le fil de ce que je suis en train de dire. Oui, non, c'est que chaque entreprise, chaque, recruteur même n'a pas forcément, cette prise de recul, la maturité, peut-être les outils qu'il aimerait, aussi par ailleurs, mais pour autant, on n'est pas forcément bloqué. Moi, je pense qu'il y a vraiment, possibilité de chacun s'approprier sa propre stratégie, mais ne surtout pas courir derrière une stratégie unique qui dirait que pour recruter le plus efficacement, le plus rapidement possible, à moindre coût, il faut ça, plus ça, égale du coup le recrutement parfait. En fait, c'est tout le sujet, c'est que en fait, quand tu parles à des responsables ou directeurs recrutement, ils pensent d'abord outils et après stratégie. Mais on fait tous pareil, hein. Oui. C'est-à-dire que tu arrives, tu penses, OK, plutôt de dire, alors c'était pas un bon exemple, je pensais à un sport, au lieu de se dire, «Pour jouer au tennis, j'ai besoin de faire des gestes et cetera, de réfléchir à mon positionnement. Ah, quelle raquette je vais prendre? Est-ce que je vais prendre une Prince ou une, tu vois?» et en fait, on raisonne tous comme ça, c'est qu'on raisonne d'abord par l'outil, Mmh. alors de réfléchir par objectif et ça, c'est un truc qu'il faut qu'il faut changer parce que c'est pas possible qu'on continue encore en 2026 à en être là, à se poser la question: «D'où viennent Mmh mh. mes embauches?» en fait Et pour ça, tu vois, il y avait, comment il s'appelait? Il y avait, Sylvain Colas d'ACC, ouais, que tu dans connais, la même salle, dans la même salle. Mais ça me fait penser à ça parce que, lui, sa manière en fait de construire un peu, sa stack d'outils, de recrutement, c'est de se dire: «OK, de manière, très simple, combien de candidats ça m'a amené? Où sont allés
jusqu'où quel process, quelle étape du process les Ouais. candidats sont arrivés et au final combien j'ai fait de recrutement. Et en faisant ça, il s'est rendu compte qu'il y avait des outils évidemment qui étaient indispensables parce que ça lui apportait une volumétrie conséquente sur tous les jobs, toutes les typologies de jobs qu'il avait à pourvoir. Mais sur certaines typologies de jobs en particulier, pour lesquelles il y avait parfois des rotations un peu Mmh. fortes, en résultat des candidatures des recrutements pardon, qui lui coûtaient jusqu'à 3 fois moins cher Ouais, ça c'est vrai. avec d'autres outils. Ça a été le cas pour Talent Picker, par exemple. Donc, il y a moyen de construire des stratégies où on peut intégrer des outils dans une partie de ces recrutements et pas forcément sur la totalité. Et ça ne nécessite pas forcément des coûts en termes de temps ou en termes de transformation qui sont lourds parce que ces outils, si je prends l'exemple évidemment de Talent Picker, ça travaille en symbiose avec l'ATS, tu vois? Ça prend les offres, ça crée des pipelines de recrutement, ça fait ta shortlist, tu choisis où tu laisses, éventuellement l'IA faire et ça renvoie directement dans l'ATS. Donc c'est un système qui est, relativement simple, un coût maîtrisé puisque c'est un fonctionnement au lead, tu vois? Donc, tu as pas de risque financier. Mais des solutions comme ça, il y en a qui vont les proposer sur d'autres leviers que simplement l'approche sourcing. Il va y avoir, dans la cooptation, il y a des choses assez cool aussi qu'ils Ouais. font, et qui vont permettre d'amener des candidats qui sont validés par des salariés qui sont déjà dans l'entreprise, qui disent: «Bah, attends, lui je le connais, mais lui il a tel type de compétences, ça irait super bien pour le poste». Du coup, le contact, il est super simple, donc je vais réduire, mon time to fill, mon time to hire, par 10, peut-être par 15. Et en fait, bah, finalement, un coût de cooptation unitaire de base, on peut se dire c'est énorme, mais ramené, au coût du recrutement global pour un poste et la part Mmh. des outils, la part du budget qu'on a mis sur les outils pour un poste donné, bah, en fait, c'est pas tant que ça. Et le gain, il est non seulement financier, mais il est aussi en termes d'énergie pour les équipes recrutement qui vont pouvoir aussi davantage se concentrer sur la qualité de l'accompagnement côté candidat et en définitive sur le time to hire, donc la capacité à pourvoir le poste le plus rapidement possible. C'est hyper intéressant parce que pour ceux qui connaissent pas, ACC, c'est une boîte de batterie avec une usine qui est basée à côté d'Amiens. Berclos, ouais, Voilà, c'est tout en sud de haut. Lille, ouais. Tout en haut, ça c'est le sudiste qui parle, alors que je suis breton, hein, mais bon. Heu et ACC donc boîte de batterie, besoin de recrutement d'opérationnels, Ouais, pas que des cadres. exactement. Et du coup, ce qui était intéressant dans ce qu'il racontait, c'est qu'il lui, il a fait ce calcul de Mmh, combien me coûte l'outil et avec cet outil, j'ai fait combien d'embauches? Et c'est une règle c'est une règle, c'est une division, hein. c'est très simple. Mon fils est en train de faire les fractions. Je pense qu'il aurait pu faire cette fraction aussi. Ouais. Il est en CM1. Et du coup, on arrivait à des coûts, hyper intéressants parce que ce rapport-là permettait de challenger les outils qui amenaient du volume, mais pas d'embauche. Et on en avait des outils qui ramènent du volume et pas d'embauche. Et on avait des outils qui ramenaient moins de volume, mais de l'embauche. Du coup, on avait ces coûts qui étaient, totalement, hyper intéressants. Mais pour le mesurer, il faut avoir ces données-là. Et tout le sujet, c'est de capter la donnée, lui donner une forme et encore une fois, je vois, François qui a mis d'autres commentaires, on va revenir vers toi François, mais tout le sujet, c'est à la fois capter la donnée, mais l'interpréter et de lui donner une forme et je pense que c'est à la fois un problème techno, mais aussi un problème de la façon dont les équipes recrutement sont structurées, qui fait qu'on n'a pas encore cette culture peut-être de mesurer. Alors il y en on a des plein de contre-exemples, hein, ce que je dis, Bien sûr, ouais. mais si moi, demain, on a les mêmes 25 recruteurs dans la salle, je leur pose la question et qu'ils sont les 3 quarts à lever la main en disant: «Ouais, nous, on mesure», on pourra dire qu'on est passé sur autre chose et là, on sera sur le niveau où on pourra réfléchir à la pertinence et aussi la qualité du recrutement. Et ça, je pense que ça peut tout simplement, commencer par juste un questionnement. Tu vois, il y a plein d'événements qui existent, hein, en ligne, en présentiel, tu en organises aussi et ça permet de se confronter aussi à d'autres manières de réfléchir ou d'appréhender ce sujet, recrutement, même sourcing, identification des candidats en amont. Hem, Moi, je suis vraiment profondément convaincu parce que, je travaille avec Sylvain, bien sûr, mais, on a aussi d'autres typologies de clients qui n'ont pas, l'ATS qui leur permet de sortir ce type de chiffres-là. Donc ils font des rapprochements à la mano, ça prend un peu plus de temps. Mais par contre J'adore les rapprochements à la mano, quoi. Je suis en mais train oui, d'imaginer le mec avec son Excel, en train de taper, mais ça fait mal au cœur à entendre et puis et puis ouais et puis souvent les recruteurs, tu les vois, ils sont comme ça en disant: «Non mais j'ai mis un mois à avoir ces chiffres-là, ça me saoule». et C'est ça se pas trouve, c'est pas un s'il doit plaisir. le faire à la mano, il le fera jamais. Voilà, mais je trouve que c'est déjà vachement bien de le faire à la mano parce Ouais. que c'est aussi déjà une première étape de dire,
parfois remonter au niveau du DRH, parfois d'aller voir la DSI, parce que ça peut être la DSI qui bloque sur certains outils, et de dire, regardez, aujourd'hui, factuellement, ce type de décision, ce type de blocage-là, moi, dans l'outil, ça me fait perdre tant de temps. Et en un mois, tu vois, tu parles de budget annuel de 200 000 à 1 million d'euros. Je perds un mois potentiellement de latence de budget. Juste ça, combien est-ce que ça me coûte sur la base d'un million? Toi qui es fort en calcul mental, je te laisse le Attends, faire. je vais appeler mon fils pour Tu les vas appeler ton fractions. fils. Non, mais ce que je veux dire, c'est une déperdition d'un budget qui pourrait être réutilisé dans autre chose, comme l'amélioration de l'expérience candidat, comme dans la marque employeur, comme peut-être un meilleur salaire aussi pour les recruteurs. Donc, il y a des manières d'aborder les choses, mais ce que je trouve fantastique, c'est qu'il y a quand même des recruteurs qui aujourd'hui commencent à lever le doigt et dire moi, j'aimerais bien faire différemment, j'ai pas d'idée et j'ai l'impression que j'ai un chemin long comme ça à parcourir. Par quoi est-ce que je commence? Et du coup, dans les solutions qu'on vous donne aussi aujourd'hui, c'est de dire, il y a plein d'outils sur le marché. Il n'y a pas une seule stratégie qui va vous permettre d'arriver au recrutement le plus efficient. Mais en réalité, c'est quel chemin je vais accomplir, quel est moi le process que je peux faire varier et quel est celui qui est par ailleurs invariant avec les ressources dont je dispose, humaines, financières et un outillage, et se dire, est-ce que chacune de ces briques-là, il n'y a pas une manière de l'améliorer? Toi, t'en penses quoi, Laurent, sur cette Tu parles de chacune de ces briques-là, de briques. outillage Ah oui. financier et ressources humaines? Comment tu les. Sacrée question là, parce que on est Je sur te la un. donne comme ça. Ouais, tu Je me vois qu'on files est à 31 minutes. patate chaude, on est à 30 minutes, et après on prendra les questions. En fait, c'est un vaste sujet parce que derrière, c'est un sujet du pouvoir de recrutement à l'intérieur en tant que fonction. Donc là, tu élargis la question à la fonction recrutement a-t-elle du pouvoir à l'intérieur de l'entreprise? Et ça, c'est un vaste sujet dans le sens où est-ce que, et j'en parlais ce matin dans ma newsletter justement, quelle est la culture recrutement de la boîte? Est-ce que c'est une boîte qui a une vraie culture recrutement, où on sait que le recrutement c'est important, ou est-ce que il n'y a pas du tout la culture recrutement, le recrutement on n'a rien à foutre, c'est vite délégué, c'est 2-3 managers, on met pas les moyens. Donc si on est dans une boîte où la culture de recrutement est valorisée, on peut faire des choses, on peut vraiment avoir une influence. Quand c'est le cas contraire, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est vraiment, c'est aussi vraiment quelle est la culture recrutement de la boîte. Est-ce qu'on va pouvoir faire évoluer les mentalités pour justement ramener de la mesure, de la pertinence, réfléchir à tout ce qu'on vient de se dire sur les budgets et les moyens qu'on met. Et ce qu'on se disait, c'est que finalement, peu importe la strate, peu importe comment on peut composer avec la culture de sa boîte, la fonction RH, la fonction recrutement, elle est quand même au service du business. Et quand Ça, on c'est parle de clair. pertinence, c'est non seulement la qualité et le ciblage des profils, mais c'est aussi de se dire, finalement, je vais être très efficient dans la manière de pré-choisir les candidats à chaque étape de mon process de recrutement. Et que, tu l'as dit en introduction, peut-être que le volume reviendra en termes d'intérêt, Ça, mais c'est ce sûr. qui est presque invariant, c'est que même dans le volume, Le volume est déjà là, hein. le volume est déjà là. Tu dis la Mais rareté reviendra. la rareté, Ouais, alors ouais. pour moi, la rareté, on y revient. Oui, mais après, encore une On fois, y revient. il y a plein de profils qui sont dans la rareté, hein. Il y en a plein qui sont dans la rareté, et puis il y a là aussi bon, on va pas rentrer sur ce débat, mais sur ce sujet, mais une ultra spécialisation aussi sur certains types de Ouais, métiers. ouais. Mais moi, je pense qu'on est quand même sur un mouvement qui va davantage vers la pertinence parce que aussi, on est dans une situation où le rapport de force candidat-recruteur, il se rééquilibre avec une force qui est davantage côté recruteur aujourd'hui parce que il y a une hausse du chômage, parce qu'il y a des métiers qui sont bouleversés par des changements climatiques, économiques, de production, hein. L'industrie, on sait que c'est pas folichon sur le marché français, l'accroissement. Et par conséquent, le focus sur la pertinence, c'est un pari d'actualité. Peut-être que demain, on retournera sur du volume, mais même ce que tu me disais avant qu'on commence cet échange, c'est que même dans une optique de volume, faire du volume juste pour faire du volume, donc sans pertinence, ça n'aura jamais aucun intérêt. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne commencerait pas tout de suite à se poser la question de est-ce que dans mon process de recrutement, je suis déjà en train de me concentrer sur la qualité et sur la pertinence? Et du coup, définir ce que ça veut dire la pertinence pour du coup aller chercher ce qu'on veut vraiment et derrière la mesure. C'est un peu la conclusion de tout ça, c'est que en fait, tu disais que le pouvoir était revenu du côté de recruteur.
je suis un peu plus mesuré. Je dirais que le pouvoir est revenu du côté de l'entreprise, pas du recruteur. Oui, Le tu recruteur, raison. lui, subit la situation. D'ailleurs, je pense que, Mmh. dans votre fauteuil là, quand vous recevez 200 CV, il y a personne qui sourit quand il reçoit 200 CV sur une offre parce que du coup, se les traiter à la mano, 200 CV, c'est horrible Mmh. et de facto, c'est plus un problème, qu'une solution et si on arrive, un à fermer une annonce, 2 à réfléchir, à mesurer, 3 à réfléchir à ce qu'on veut dire par pertinence. C'est quoi les profils que je cherche vraiment? Pour, se dire: «OK, voilà les profils que je cherche» et du coup, orienter toute sa stratégie de sourcing et de coût par rapport à cette pertinence qu'on aura définie en amont. Une fois qu'on a fait ça, c'est terminé. Mais aujourd'hui, le pouvoir est certes parti du côté de l'entreprise, mais surtout pas du côté du recruteur qui lui, je pense qu'il en bave pas mal et je te Oui, et on oui, vous embrasse tous d'ailleurs. oui. Mais il y a quand même, un travail à faire, heu, sur, enfin sur ce truc-là on mesure, tu vois quand, toujours ce Sylvain Colas dans cet atelier disait: moi, j'ai mesuré, je me suis rendu compte qu'un coût moyen pour une embauche, ça pouvait aller de 50 € à 400 € dans mon outil de sourcing. Et en me rendant compte, en fait, je me suis rendu compte que le petit outil de sourcing là, qui était minuscule, il m'avait apporté 3 embauches et ça m'avait pas coûté grand-chose. Ça m'avait coûté 50 balles par embauche, alors qu'un autre gros outil que je payais, ça m'avait coûté 500 € ou 400-500 € l'embauche, C'est ça. parce qu'il avait pris le temps de mesurer. Et ça, si on arrive à mettre ces chiffres-là en face, je vais pas dire que la partie est gagnée, mais elle est quasiment bien avancée en tout Oui, cas. on est au moins sur le bon chemin. On est sur le bon chemin et ça, quand un gars comme ça qui recrute, des opérationnels pour une usine de batteries électriques pour les voitures, on est dans quelque chose où voilà, le mec il a compris qu'il se passe quelque chose. Bah, super. Écoute, je crois qu'on Ouais, arrive un petit peu au bout du temps imparti, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Heu, d'ailleurs, je vois que François avait posé une question. Si je dis réponse pour le 10 et que le 4, j'ai 150 questions, je dis réponse pour le 10. Ah oui, d'accord. Est-ce juste de fermer l'offre le 4? En fait, s'il a que 10 réponses, je en fait, non, je pense que je c'est pas compris. sur une temporalité, en fait, j'ai l'impression que François dit, il veut s'engager, par rapport au candidat. On va vous répondre d'ici le 10. Donc en gros, Ah! on prévoit la fermeture de l'offre le 10. Si le 4, bah, j'ai déjà 150, questions, du coup, j'imagine candidatures 150 candidatures, ouais. candidatures plutôt. Ben, avec les 150, j'ai de quoi traiter, donc il faudrait peut-être que je ferme l'annonce à ce moment-là. OK, je le mets. Est-ce que c'est juste de le fermer le 4? Sous-entendu, ceux qui se préparaient à postuler après, bah, ils l'auront Bah, un peu dans l'os. vaut mieux faire ça malheureusement. Alors le le pendant, c'est qu'on peut se dire pour le candidat, c'est un peu une course, De de vitesse, en fait. vitesse Ouais, et ce qui peut entraîner d'autres problèmes qu'on a vu gars qui commencent à postuler en masse, partout, toutes les offres disponibles. Donc vaut mieux je pense que dans l'absolu, vaut mieux toujours fermer et puis ça reste les problèmes qu'on crée sont moins importants que le ghosting, le fait de mmh. pas donner de réponse en fait, qui reste toujours beaucoup plus problématique que de ne pas avoir d'offre. Oui, bah, je pense aussi. Peut-être qu'une des solutions, ce serait d'acculturer, aussi bien entreprise que candidat à une suspension temporaire, tu Ouais, vois, de l'offre et de dire que, bah, actuellement, on prend plus de candidature, mais c'est peut-être pas encore fini jusqu'au jour où, recruter, paf, on shut, complètement l'offre. Pourquoi pas? Et l'autre question, c'était n'est-ce pas contre-productif aussi en termes d'image, de la structure, par exemple? évidemment. Mmh, Aligné avec toi François, aligné avec toi là-dessus, il y a pas de sujet, heu, je crois que c'est toi ou c'est Mathieu Penet de Yago qui citait cet exemple. Boulanger, une marque, de retail connue, se rendait compte que chaque candidat auquel elle ne répondait pas c'est moi. était un client. C'est toi qui disais ça, C'est pardon. c'est moi qui disais ça parce que j'ai échangé Était un avec, client qui perdait, tout simplement. ouais, C'est-à-dire ouais, que ouais, bien sûr. moi, je postule en tant que candidat, bah, quand il s'agit d'acheter, une cafetière, une machine à café ou je sais pas quoi, bah, du coup, je vais plus chez Boulanger, je vais ailleurs, je vais à la Fnac. C'est ça, c'est que ça va altérer l'image globale de l'entreprise parce que le processus de recrutement, s'il est pas qualitatif, voilà, donc ils mettent Exactement. un point d'honneur effectivement à avoir une expérience candidat qui est, au moins Boulanger qui transparente. est un client de Yago d'ailleurs, c'est pour ça qu'il disait ça, j'imagine. Mais c'est moi qui disais ça, parce que j'ai échangé Je veux j'ai échangé absolument que ça soit toi qui beh, écoute, c'est peut-être que Mathieu l'a dit, en je veux effet, lui faire de la pub. mais mais effectivement, non, non, j'ai échangé il y a pas longtemps avec Camille et Alice, qui D'accord, travaillent, qu'on embrasse. évidemment, qui justement me parlaient de ça en me disant:
nous, dans les processus de sourcing, de recrutement, ce qui est hyper important, c'est qu'on prenne aussi dans la globalité l'impact et l'empreinte sur le potentiel Bah, perte bien de sûr, business bien sûr. et de fidélisation de clientèle. Pour une marque B2C, c'est clé. Pour une marque Ah, B2B, on peut vite, c'est pas «moins grave» entre guillemets, mais l'image est quand même pas folle. l'image est pas folle. L'image Non, est pas folle, mais c'est moins grave. Mais bon, on peut pas raisonner comme ça. En vrai exactement. de vrai, Non, non, on peut pas. On pourrait pas. on doit pas raisonner comme ça. On peut pas. Est-ce que les amis, il y a d'autres questions sur le sujet? Pertinence, volume. On a vu qu'il n'y avait pas forcément d'opposition certaine, mais que c'était surtout une question en fait de stratégie et puis d'attitude possible aujourd'hui, qu'il n'y a pas forcément la bonne manière, enfin, il n'y a pas une seule recette qui va permettre de réussir ces recrutements. En tout cas, nous, on était contents de Ouais, partager ce temps sous 38 degrés avec vous. On espère que vous vous hydratez bien, c'est quand même important. ouais. Et puis, un petit mot de la fin peut-être, Laurent? Et ben, merci à tous. Je pense que le sujet, encore une fois, moi, pour moi, le sujet cœur, c'est la mesure. Et quand on arrivera vraiment à mesurer, on passera un cap pour aller sur l'étape suivante. Et tant qu'on n'a pas ça, on ne pourra pas passer à l'étape suivante. Merci à tous, en tout cas, d'être venus à ce webinaire. Merci à toi pour l'invitation. Mais écoutez, avec grand plaisir, c'était super chouette de pouvoir échanger un peu sur ce sujet de fond. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent par la suite ou vous avez envie de poser des questions à Laurent, donc Laurent Broye sur LinkedIn et moi, Valentin Pouillard sur LinkedIn, hein, que ce soit sur des sujets pertinence, volume, expérience candidat côté CV designer ou évidemment l'approche ultra ciblée côté talent picker, ce sera avec grand plaisir qu'on vous répondra. Merci pour votre temps et puis bonne fin d'après-midi. À bientôt. Merci.